Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant en direct de l'hémicycle la séance de questions cribles. Alors les questions cribles, vous le savez, ce sont ces questions très précises que posent les sénateurs à un ministre. Le thème aujourd'hui, c'est l'accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises. Et le ministre, c'est Arnaud Montebourg, ministre de l'économie et du redressement productif. Voilà, on se retrouve tout de suite après. La question est à monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si le financement bancaire est essentiel au fonctionnement de notre économie, il est crucial pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les très petites entreprises. En effet, elles recourent très souvent au crédit bancaire pour financer leur investissement sur le long et moyen terme, pour des crédits à court terme également, ou encore, plus fréquemment peut-être, pour répondre à leurs besoins de trésorerie. Le financement bancaire est donc la pierre angulaire du financement de nos PME et TPE qui, avec plus de la moitié des effectifs salariés, sont fortement pourvoyeuses d'emplois et d'activités sur nos territoires. Les entreprises artisanales représentent 30% du nombre d'entreprises, 14% de l'emploi salarié et créent 10% de notre valeur ajoutée. Or, ces entrepreneurs se plaignent de manière récurrente des difficultés qu'ils rencontrent en matière d'accessibilité au crédit bancaire. Paradoxalement, les enquêtes trimestrielles de la Banque de France semblent démentir. Elles montrent que la demande de crédit des PME et TPE est majoritairement satisfaite. Le taux d'obtention s'est globalement maintenu et demeure élevé pour les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaire, puisque plus de 8 entreprises sur 10 obtiendraient totalement ou en grande partie ce qu'elles ont demandé. Pour autant, je suis convaincu que la perception des chefs d'entreprise est fondée. Je pense notamment aux problèmes de trésorerie qui précarisent nos petites entreprises. Comme l'a souligné Madame Prost, médiatrice du crédit lors de son audition par notre commission des affaires économiques en février dernier, je cite « Les banques commerciales doivent financer les petites entreprises. Il faut que le système bancaire finance l'économie réelle. Nous devons veiller à ce que les banquiers ne s'égarent pas dans des activités spéculatives. » Nous savons que le gouvernement a mis en place de nombreux soutiens aux entreprises, avec la Banque publique d'investissement notamment, mais les banques privées doivent aussi se mobiliser pour consolider la croissance qui peut repartir. C'est pourquoi nous aimerions connaître, Monsieur le Ministre, les actions que le gouvernement compte mener dans cette direction. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, vous faites état des écarts entre le ressenti de terrain des dirigeants d'entreprise et les statistiques sur les encours de crédit et les octrois par le secteur et le système bancaire. Lorsque on ne se contente pas d'une analyse générale, mais qu'on entre dans le détail, on réconcilie très vite ce ressenti et la réalité des statistiques, car j'ai là le rapport de Madame Jeanne-Marie Prault, la médiatrice du crédit, qu'elle a destiné à son ministre de tutelle. Elle a dit devant vous une vérité assez claire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des taux de réussite de crédit qui sont demandés par des dirigeants de PME ou de TPE, qui sont, s'agissant de la trésorerie, qui sont à peu près l'équivalent de ce qui existe en Italie et même en Espagne, c'est-à-dire là où il n'y a presque plus de secteur bancaire en état de fonctionner normalement. 68% des PME ont obtenu en partie ou totalité des crédits de trésorerie demandés, après 74% au trimestre précédent. Donc il y a aujourd'hui des phénomènes de tension sur la distribution du crédit à travers le secteur bancaire. Qu'est-ce que fait le gouvernement face à cette situation? Là où le canot n'arrive plus à desservir par l'irrigation naturelle l'économie réelle, nous en creusons d'autres. Nous l'avons fait d'abord avec la Banque publique d'investissement, qui est une banque qui a pour but, je l'ai toujours dit, de concurrencer le secteur privé bancaire qui ne fait pas de façon satisfaisante son travail, qui s'est éloigné de l'économie réelle. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui ne trompe guère, c'est les qualifications dans les agences de terrain et la capacité finalement des personnels émérites du secteur bancaire à ne plus être capables de faire des diagnostics cliniques. C'est comme si les médecins finalement n'étaient plus capables de diagnostiquer et renvoyaient en permanence à des laboratoires éloignés d'analyse médicale. Mais c'est ce qui se passe dans les banques. Vous n'avez plus personne qui prend le diagnostic, qui l'assume, qui accompagne et qui fait le risque et qui le prend.
pour le compte de la banque. Et donc vous avez là finalement un éloignement qui est dénoncé par la médiatrice du crédit dans les activités de marché purement spéculatives dans tous les domaines, et l'économie réelle est laissée à l'abandon. La BPI a pour objectif de suppléer à cette carence. Ce n'est pas d'ailleurs le seul canal que nous souhaitons favoriser, mais c'est un point important. Les chiffres que nous sommes en mesure de vous donner sont intéressants. Rapidement, Monsieur le Ministre, vous avez épuisé le temps de parole de réponse, mais vous y reviendrez certainement dans le cours de... Je donne le chiffre et je m'arrête. Je vous en prie. Excusez-moi, je vous en prie, Monsieur le Ministre. Par le temps sur les choses qui arrivent, j'aurais dû être beaucoup plus concis. Nous avons des progressions d'encours de 6% en 2013. L'objectif fixé par le directeur général de la Banque publique d'investissement, c'est plus 30% en 2014. Voilà. Donc, nous avons un outil qui permet de progresser. Il y en a d'autres, j'en dirai un mot dans la prochaine question, je tâcherai d'être beaucoup plus court. Très bien, merci. En demandant à notre collègue d'être peut-être un peu plus bref que la minute prévue. Très bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Vous m'avez répondu, bien sûr, partiellement, et j'ai bien compris par rapport à la Banque publique d'investissement. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de réponses. Pouvons-nous en avoir? C'est la question que je pose. En direction des banques privées. Vous l'avez souligné fort justement, Monsieur le Ministre. Les centres de décision sont de plus en plus éloignés entre le responsable des petites et moyennes entreprises ou des très petites entreprises. Les centres de décision existent la plupart du temps à Paris ou sont extrêmement centralisés. Et ce n'est plus le directeur d'agence qui délivre le crédit, notamment lorsqu'il s'agit de crédit de trésorerie. Donc cette relation de confiance qui existait voici quelques années n'existe plus aujourd'hui et c'est fort dommageable. Donc je souhaite que des interventions au plus haut niveau auprès des grands organismes bancaires pour que cette manière d'agir, si possible, cesse. Merci. La parole à Mireille Cherche pour le groupe communiste républicain citoyen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La séparation des activités bancaires pour financer l'activité économique et la création de la Banque publique d'investissement figuraient parmi les mesures fortes de la campagne présidentielle de 2012. Alors que les difficultés d'accès au crédit des PME et TPE demeurent une réalité, il est difficile de comprendre que ce débat financier était absent de la discussion sur le projet de loi relatif au commerce et à l'artisanat adopté ce matin. En effet, les trésoreries des entreprises restent très tendues. Ainsi, en Auvergne, plus d'une entreprise sur deux voit sa trésorerie se réduire, cela depuis trop longtemps. Beaucoup d'entreprises ne peuvent plus faire face sans le soutien du secteur bancaire. La séparation des activités bancaires n'a pas été à la hauteur des enjeux. Les banques ne se sont pas éloignées des logiques de rentabilité, logique qui pousse à accroître les taux d'intérêt imposés aux petites entreprises. De plus, l'existence de la BPI, du fait des faibles montants engagés par cet établissement, 7 milliards d'euros, soit environ 1% de la demande annuelle de crédit, n'a pas réellement répondu aux attentes suscitées par sa création. Ainsi, la croissance demeure bridée par des coûts et surcoûts bancaires qui affectent sérieusement les PME et TPE et constituent aujourd'hui la moitié des cotisations sociales dites patronales. Il est donc urgent que la BPI puisse jouer pleinement son rôle et dispose de ressources suffisantes pour aider ces entreprises, petites certes, mais premier employeur de France aujourd'hui. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas lui confier une partie des éventuels excédents du fonds d'épargne alimenté par la collecte du livret A comme du livret de développement durable? Ne doit-on pas lui permettre d'obtenir des ressources de crédit auprès de la Banque centrale européenne, comme le ferait n'importe quel autre établissement de crédit? Je vous remercie. Merci, Monsieur Arnaud Montebourg. Oui, Madame la sénatrice, la BPI est en grande croissance. Les banques privées connaissent d'autres formes de croissance. D'abord, c'est l'envolée des bonus. J'ai même noté que les rémunérations des dirigeants de banques ont progressé dans des proportions absolument indécentes. Je vois que le PDG du Crédit Agricole a vu une augmentation de 38%, Natixis plus 14%, BPCE plus 29%. Donc il va falloir qu'on discute de tout cela avec la place bancaire. Parce qu'on ne peut pas avoir un système bancaire défaillant et des rémunérations et des profits qui s'envolent dans des proportions qui sont, à nos yeux, disproportionnées. Donc il va y avoir un petit rendez-vous de discussion et le Premier ministre me l'a demandé, donc je vais évidemment le faire. Sur la BPI, là, ce sont des chiffres beaucoup plus intéressants parce que nous avons des progressions de 11% en 2013, notamment sur les solutions de trésorerie, qui est le point de tension que vous signalez à juste titre,
L'activité de garantie des prêts bancaires, là aussi les progressions sont très importantes, c'est plus 20%. Vous avez, s'agissant des activités d'investissement, plus 50% prévus pour 2014. Ce sont des milliers d'entreprises qui sont concernées par l'activité de la BPI. 3 000 dans les prêts de développement, 3 600 dans les prêts pour l'innovation. Sur les activités d'investissement, on passe de 121 millions investis en fonds propres l'année passée et on va passer à 170 millions. Donc ce travail continue. Je pourrais parler également du préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi qui a permis de renforcer la trésorerie des entreprises par anticipation sur le dispositif. Ce sont là des progrès appréciables. Je voudrais aussi signaler un point qui est aussi un des éléments de réponse que je pourrais réserver à M. Vaugrenard. Le gouvernement, dans les entreprises en difficulté, a mis en place un fonds de résistance économique qui est la remise en marche de l'ancien FDES, Fonds de développement économique et social, pour un montant de 380 millions. C'est grâce à cette banque d'État qui travaille aux conditions du marché, toujours de façon minoritaire, sollicitant d'ailleurs la place qui est au rendez-vous, qu'on a sauvé Chem1, qu'on a permis aussi de sauver malgré d'énormes sacrifices, malheureusement, Maury Ducrot, que nous avons sauvé Fagor-Brandt et que nous allons sauver certainement Ascométal. Ce sont en tout et pour tout déjà, à l'actif du Fonds de résistance économique, 50 000 emplois directs ou indirects qui ont été préservés. Les banques ne sont pas au rendez-vous. La banque, c'est nous, monsieur le sénateur, madame la sénatrice. Donc il va falloir que nous fassions progresser ce secteur dans le sens d'un meilleur patriotisme économique. Merci. Madame Mireille Cherche. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et j'en prends acte, bien sûr, en indiquant qu'à mon avis, ce serait fourvoyer la BPI que de la cantonner seulement à l'action publique générale du gouvernement, qu'il s'agisse du CICE ou du pacte de responsabilité. Outre le fait que le président de la banque et sa première vice-présidente viennent d'être appelés à d'autres fonctions, ce qui témoigne, à notre avis, d'une certaine légèreté pour l'action menée par la BPI, au moment où certains nous assènent tous les jours un discours consternant sur la baisse des taux de marge, il me semble plus que nécessaire que nous facilitions l'existence d'un crédit bancaire moins cher et moins prédateur pour les PME, TPE. J'ai entendu vos propos. Dans ma région, l'Auvergne, les engagements pris par la BPI sont de montants faibles, trop faibles, alors que 66% des entreprises ont saisi le médiateur du crédit. J'ai bien noté, Monsieur le Ministre, que vous avez expliqué les progrès appréciables de la BPI. J'ai envie de vous dire, peut mieux faire. Ce simple fait mérite pour le moins que nous visions à réduire le poids de la finance dans l'économie et que soit servie l'économie réelle et l'emploi non délocalisable de nos territoires. Merci. La parole à Jean-Vincent Placé pour le groupe écologiste. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les données relatives au financement bancaire des PME sont contradictoires. D'un côté, un certain nombre d'études rapportent que le manque croissant de financement est la première difficulté à laquelle font face les dirigeants de PME. Je pense par exemple à l'étude de la BCE en mars 2013 ou encore au baromètre trimestriel de la CGPME et du cabinet KPMG. Au contraire, la Banque de France publie régulièrement des chiffres décrivant depuis un an une légère progression de l'encours des crédits aux PME et un fort taux de satisfaction de la demande. Quoi qu'il en soit, il convient de mobiliser tous les outils à notre disposition en faveur de l'investissement privé comme public qui, s'il est stratégique, tirera toute notre économie vers le haut. À cet égard, on ne peut que regretter, Monsieur le Ministre, que cette belle initiative que constitue la BPI serve aujourd'hui essentiellement à sauver les apparences du déficit public en assurant le préfinancement du CICE en lieu et place de l'État. Ce n'est pas son rôle et il n'y a là aucun critère, c'est l'inverse d'un investissement stratégique. Par ailleurs, nous avons en matière d'investissement une ressource toujours inexploitée, mais je veux parler des assurances vie. On en avait parlé à l'automne dernier dans le cadre des débats budgétaires. Des assurances vie qui bénéficient d'un régime fiscal très avantageux sans pour autant être affectées à un financement d'intérêt général. Monsieur le ministre, pourquoi ne flécherait-on pas vers la BPI quelques pourcents de l'énorme encours des assurances vie qui atteignaient l'année dernière près de 1 400 milliards d'euros. Cela lui donnerait enfin les moyens de piloter l'investissement dans les filières d'avenir écologique et social.
Notre pays en a grandement besoin, alors qu'il s'apprête enfin à initier sa transition écologique, tant attendue notamment des écologistes, mais aussi et surtout de l'ensemble de la population française. Enfin, et je conclus, j'ai parlé du rôle de la BPI, mais il y aurait aussi beaucoup à dire des banques privées. Elles ont récupéré cet été 30 milliards supplémentaires issus de la collecte du livret A et du LDD. Et il ne semble pas que cette somme ait réellement bénéficié au financement de l'économie, et notamment des PME, comme elle s'y était engagée. Comptez-vous, Monsieur le Ministre, lancer une évaluation de la récente attribution aux banques de cette manne publique supplémentaire? Merci, Monsieur le Ministre. Pour 2 minutes. Monsieur le Président, nous avons beaucoup de travail en la matière. Et d'une certaine manière, la convergence des propos qui sont exprimés ici, montrant les défaillances croissantes du secteur privé bancaire, la taille encore trop petite de la BPI, c'est votre peu mieux faire, Madame la sénatrice, et je le prends au pied de la lettre, non pas comme une critique, mais comme un encouragement. La question de l'assurance vie montre que finalement, nous n'avons pas le système de financement optimal. Que s'est-il passé dans tous ces pays où finalement les banques ont été, depuis la faillite de Lehman Brothers, ont disparu en quelque sorte du financement de l'économie réelle? Les entreprises sont passées par le marché. Et elles ont créé des compartiments de financement avec des systèmes plus ou moins réglementés, plus ou moins accueillants pour le risque. Et nous avons un ratio qui traditionnellement était 75% de financement bancaire, 25% de financement de marché. Répartition dette capital. Eh bien, le ratio est en train d'évoluer à une vitesse assez spectaculaire puisqu'on est en train de passer à 35-65%. Nous souhaitons stimuler, c'est ce que j'appelais creuser les cadeaux parallèles puisque le principal est embourbé et ne fait plus circuler les flux d'argent. Nous souhaitons stimuler ces capacités. Et parmi ceux-là, l'assurance vie est une solution. D'ailleurs, un certain nombre d'initiatives ont été prises après une première réforme du Code des assurances qui a permis le lancement d'un fonds de prêt destiné à permettre aux assureurs de contribuer au financement en dette en PME et ETI. Nous espérons construire des solutions pour un montant total de 50 milliards d'euros destinés, c'est-à-dire à peu près 4% de l'encours, ce qui ne serait pas rien, c'est peu par rapport aux 1400 milliards que vous signalez. Mais l'assurance vie n'a pas pour destination éternelle de devoir assurer le financement de la dette souveraine de tous les pays de la zone euro. Elle doit aussi, en raison notamment de l'effort fiscal qui est fait vis-à-vis de ce produit d'épargne tant prisé des Français, se consacrer à l'économie réelle. Donc, c'est un sujet dont nous reparlerons et je vous remercie d'avoir posé cette question. Merci. Monsieur Placé. Très bien. Il a été très complet. Merci, c'est très généreux à vous. Merci. La parole est à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les bonnes nouvelles annoncées récemment par la Banque de France concernant l'amélioration de l'accès au crédit bancaire pour les PME au premier trimestre 2014 ne doivent pas masquer un certain nombre de difficultés qui demeurent, en particulier pour les très petites entreprises, dont les TPE. Tout d'abord, même si le taux de PME qui parviennent à obtenir au moins 75% de la somme demandée pour les crédits de trésorerie a progressé pour atteindre 70%, ce taux reste significativement plus faible que celui d'obtention des crédits d'investissement qui, lui, est de 90%. Or, les difficultés de trésorerie menacent la survie d'un grand nombre de PME et surtout de TPE. Force est de constater, malgré les avancées permises notamment par la mise en place de la Banque publique d'investissement, que toutes les entreprises ne sont pas égales face à l'accès au crédit bancaire. Même parmi les PME et les TPE, la taille de l'entreprise est directement corrélée aux satisfactions quant à l'obtention d'un crédit. Plus l'entreprise est petite et plus l'accès au financement est difficile. Ce problème demeure. Il est très inquiétant de voir des PME qui, faut-il le rappeler, représentent 99% et plus des entreprises françaises et 52% de l'emploi salarié, mettre la clé sous la porte parce qu'il leur manque quelques milliers d'euros de trésorerie. En outre, les données communiquées par la Banque de France ne prennent pas en considération que les demandes de crédit effectivement exprimées par les entreprises, or malheureusement, nombre d'entre elles, et surtout les plus petites, renoncent tout simplement à demander un crédit de peur de se heurter à un refus. Dans ce contexte, que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour aider plus efficacement les plus petites entreprises et ne pas les laisser disparaître en raison de difficultés passagères de trésorerie?
Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Riquier. Je voudrais d'abord, en préambule à la réponse que vous suscitez, vous dire que 95% des décisions prises par la BPI sont prises sur le terrain, en région, dans un rapport direct avec les entreprises, les TPE. Et donc, c'est une banque de terrain, sur le terrain, aux côtés du terrain. Et les élus locaux qui sont dans les comités d'orientation, notamment les régions, sont très attentifs à ce que les décisions soient prises au plus près des territoires. C'est un point très important quand je vous aurai montré que l'année 2013 a été marquée par un très fort développement des solutions de trésorerie, notamment pour les toutes petites entreprises, avec une croissance de 11% des mobilisations de créances professionnelles, 3,3 milliards d'autorisations d'euros. Le lancement en mars 2013 du préfinancement du CICE, ça concerne 12 000 entreprises qui sont pour la plupart des toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, et la dynamisation de la garantie sur les crédits bancaires de trésorerie. D'ailleurs, il y a un effet pervers qui est en train de s'installer, c'est que maintenant les banques privées disent si la BPI n'est pas autour de la table, eh bien moi je ne bouge plus. Ce qui est un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de faire grossir la BPI, selon la suggestion de Madame la sénatrice Seurst, et de faire en sorte que, en effet, la BPI puisse répondre présent, parce qu'en fait, elle est agent de garantie du secteur privé qui préfère faire ses profits, augmenter la rémunération de ses dirigeants dans des proportions délirantes ailleurs. Et ça, c'est un problème pour la nation. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes évidemment attentifs à la mobilisation de l'épargne. Tout à l'heure a été évoqué par un orateur le PEA, et notamment les livrets d'épargne, qui ont été donnés à l'un des deux grands actionnaires de la BPI, la Caisse des dépôts et consignations. Et donc il y a là une mobilisation de l'épargne, mais je dois vous dire que nous travaillons avec mes équipes dans le cadre de l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne vers les politiques dites non conventionnelles, du quantitative easing, tel que le font les Américains, les Anglais, les Japonais, à ce que nous puissions muscler notre secteur bancaire et améliorer en quelque sorte l'irrigation de l'économie réelle. Donc nous y travaillons et nous communiquerons des propositions que nous ferons aux autorités monétaires européennes dans les semaines à venir avec mon collègue et ami Michel Sapin. Merci, Monsieur Requier, cher collègue. Tout simplement, en réplique, 4 choses. D'une part, le côté optimiste, c'est que le crédit bancaire pour les PME s'est assoupli. Mais 3 inquiétudes. D'abord, c'est que ces crédits sont quand même en stagnation. Deuxièmement, le nombre de TPE qui déclarent avoir effectué une demande de financement auprès de la banque est en diminution. Et troisièmement, les prévisions d'investissement sont en berne pour les PME. Si vous voulez, pour les entreprises et les PME les TPE en particulier, eh bien, elles ont besoin de visibilité, de stabilité et de confiance. Mais comme chacun sait, la confiance ne se décrète pas. Merci. La parole à Francis Delattre pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis heureux de poser cette question à un ministre volontariste pour lui dire que la loi de finances 2013, et malheureusement ça a été reconduit dans la loi de finances 2014, il y a un très mauvais dispositif qui a été introduit, qui est la non-déductibilité partielle fiscale des intérêts des prêts que font les entreprises pour leurs investissements. Au moment où nous savons que les marges sont réduites, que le problème des investissements est cruel, de vouloir quelque part, même si ça passait relativement inaperçu, c'est quelque chose où aujourd'hui les entreprises découvrent avec leurs comptables, c'est quand même un prélèvement encore de 4 milliards d'euros. Et dans un pays, comme vous l'avez très bien dit, où l'accès au financement qui devrait être normal, à la fois par la bourse, qui n'existe pratiquement plus à Paris, par l'épargne, qui est malheureusement est plutôt rentière dans ce pays, il est évident qu'on a un vrai problème et que les banques n'ont pas d'autre solution que de faire avec les prêts bancaires. Or, pour les PME et les PMI, c'est même 90% des investissements qui sont financés par prêts bancaires. Alors, et naturellement, ça a un effet dévastateur. Alors, Monsieur le Ministre, la question est relativement simple, compte tenu du contexte, compte tenu de la réaction, de la réactivité dont on a besoin, de l'efficacité, ce dispositif mériterait d'être vraiment revu à la prochaine loi de finances. Parce que je sais très bien, c'était 85% l'assiette
en 2013, elle est de 75% en 2014. On ne sait même pas combien ça va être en 2015. Vous savez que les problèmes de non-visibilité fiscale, d'instabilité juridique, ça perturbe fortement la confiance. Voilà une mesure assez simple, qui ne demande pas d'usine à gaz type du CICE, qui permettrait, je pense, de redonner assez rapidement confiance aux investisseurs. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, cette disposition qui permettait finalement à des grands groupes, je vous la fais simple parce qu'elle est assez simple à comprendre, permettait à des grands groupes, et c'est la raison de son abrogation et de son tempérament en tout cas, de son amodiation, les grands groupes pouvaient acheter par l'endettement des entreprises, procéder à des fusions-acquisitions par la dette, et c'est finalement la fiscalité qui subventionnait parfois des entreprises périlleuses de fusion-acquisition. Donc ça là nous paraissait une erreur. C'est une des raisons pour lesquelles cette facilité de déduction, de déductibilité des charges d'intérêt a été limitée, n'a pas été supprimée. Elle a été limitée puisqu'elles étaient intégralement déductibles. Elles le sont d'une façon plafonnée. Et je voudrais dire que les PME et TPE ne sont pas concernés par cette mesure, puisque le montant des charges financières au-delà duquel le plafond de déductibilité ne s'applique pas est inférieur à un seuil de 3 millions, ce qui permet à des entreprises de disposer de la même facilité dès lors qu'elles ont une taille modeste. Est-ce qu'il faut faire bouger encore ce seuil, puisqu'il a été âprement discuté en loi de finances devant les deux assemblées? Je n'en suis pas certain. Je crois que c'est un dispositif qui était économiquement absurde. On ne peut pas subventionner par des déductions fiscales l'acquisition par des grands groupes d'entreprises, d'ailleurs situées dans le monde, alors qu'elles accèdent facilement au crédit et peuvent financer ces acquisitions d'elles-mêmes. En revanche, pour les petites entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, des problèmes d'endettement, je crois que la mesure est toujours active. Donc on peut considérer qu'il y a là un poids moyen qui a été défini par le législateur. Il faut bien sûr l'expérimenter. Le gouvernement est attentif à ces questions. Mais je crois que là, nous avons peut-être finalement une mesure qui peut avoir une longue carrière. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, il existe quand même déjà des dispositifs anti-abus. Mais la cible, c'est votre cible. La cible, c'est les PME, PMI qui veulent accéder à l'international. Or, je sais très bien que c'est 3 millions et le plancher. Or, quelle est la cible? Nous avons à peine 1000 entreprises qui exportent. Les Allemands en ont 5000. Donc, celle qu'il faut vraiment aider, c'est votre cible. C'est celle au-dessus de 3 millions, c'est celle de 300-400 employés, 500-600 employés qui veulent accéder au marché international à l'exportation. Et c'est celles-ci qui, malheureusement, sont les plus touchées, Monsieur le ministre. Je pense que sur cette question, il peut y avoir un accord, parce qu'on est toujours en train de dire qu'il n'y a pas d'accord majorité-opposition. Voilà une des questions sur lesquelles on pourrait trouver un apport. Et il y a déjà des dispositifs anti-abus sur les intérêts liés, sur les cessions d'entreprise, etc., Monsieur le ministre. Très bien. Merci. La parole à Joël Guerriau pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans la bataille pour l'emploi et la croissance, un des leviers essentiels qu'il faut favoriser est l'accès des PME, PMI au financement de leur investissement, mais aussi à la consolidation de leur trésorerie. Nous en sommes tous convaincus. C'est un problème récurrent et sans cesse relayé par les chefs d'entreprise qui font vivre le tissu économique de nos territoires. Ils sont tous les jours confrontés aux réticences des banques à prendre des risques à leur côté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. La mise en place par le gouvernement de la Banque publique d'investissement BPI France avait vocation à ouvrir un canal public de financement bancaire aux côtés du canal traditionnel de la banque privée. Je rappelle que cette structure a d'abord repris des dispositifs qui étaient déjà en place, tels que ceux qui existaient au sein d'OSEO ou du Fonds stratégique d'investissement, avant même que soient envisagées de nouvelles propositions d'accompagnement. La loi organique relative à la création de BPI France spécifie clairement la mission de soutien de l'institution publique aux PME. Quel bilan après plus d'un an d'existence de la BPI? Deux difficultés majeures nous sont sans cesse relayées dans nos départements. La première difficulté, BPI France se positionne trop souvent en concurrent des banques plutôt qu'en allié des entreprises. En ciblant prioritairement les entreprises qui n'ont pas de difficulté d'accès au crédit, elle tendrait à évincer les banques privées.
La deuxième difficulté qui nous remonte, c'est les garanties mises en place par BPI France, en complément des prêts bancaires qui sont assortis de tels délais d'entrée en application que les établissements bancaires n'y ont recours que pour des entreprises à la situation historiquement saine. En conséquence, ces possibilités bénéficient insuffisamment à des entreprises récentes ou innovantes ou connaissant des difficultés passagères. Ma question est donc de savoir comment cet établissement public peut être mieux orienté en faveur du soutien aux PME, PMI de nos régions, par exemple en réduisant les délais que je viens de citer. D'un trait, comment parvenir à un meilleur respect par BPI France de l'objectif fixé par l'article 1er de la loi organique de décembre 2012. Merci. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur, je ne crois pas que la BPI soit un concurrent menaçant pour des banques qui seraient évincées. Je ne le crois pas, d'abord parce que la BPI, c'est l'équivalent d'une caisse régionale du Crédit Agricole en taille. Donc je ne crois pas que la BPI, qui a cette taille-là, est en train de menacer le chiffre d'affaires de BNP Paribas, Société Générale, etc. Donc la vérité, c'est que les banques attendent que BPI vienne, mais BPI est une banque plus patiente et moins gourmande que les banques privées. On l'a conçu comme ça. Son taux de retour sur investissement, ce n'est pas les 12% qui permet au président exécutif de BNP Paribas de s'augmenter encore de 10% cette année. Son taux de retour sur investissement, ce n'est pas de 12 à 14% comme l'exige le secteur bancaire privé pour distribuer des dividendes, en veux-tu, en voilà. C'est 4% en dessous de la banque postale. Donc c'est une banque originale, atypique, et c'est une banque qui doit rester rentable, car il est hors de question de recommencer la mésaventure du Crédit Lyonnais. Je le dis à tous ceux qui auraient des inquiétudes. Donc elle n'évince personne. Elle est en concurrence avec ceux qui refusent le risque. Et là, pour refuser le risque, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde au portillon. En revanche, pour l'assumer, la BPI est quand même là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que j'ai comme retour de vous-même, parlementaire élu, dire, eh bien, écoutez, la BPI ne prend pas assez de risques. Et là, c'est la décision du banquier que d'équilibrer, de mutualiser ses risques dans son portefeuille. Mais je proposerai ainsi aux banques qui se plaignent auprès de vous, monsieur le sénateur, de venir suppléer aux éventuelles défaillances de la BPI. Puis on verra si les banques acceptent de prendre ce risque. Donc, je crois qu'il ne faut pas inverser l'ordre des priorités, ni même des tailles et des poids et des mesures. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Néanmoins, je crois que le bilan de la BPI mériterait que vous auditionniez son directeur général. Parce que lui-même a une politique ultra-volontarisme. C'est le bras armé du redressement productif, de la reconstruction de notre économie qui était très abîmée dans ces années de crise. Et les progressions en encours où la BPI intervient, c'est ce qu'on appelle les prêts de développement seuls, sont des progressions qui sont programmées à hauteur de 31% en plus pour l'année en cours. Nous étions à plus 6% l'année dernière, ce sera plus 30%. Donc nous avons là quand même une responsabilité qui est assumée. Donc moi je vous invite à discuter directement avec les dirigeants de la BPI. C'est normal d'ailleurs que les élus discutent, interpellent et contrôlent d'une certaine manière, car il s'agit d'argent public, il s'agit de politique publique et il s'agit d'un bien public que cette banque. Elle appartient à tous les Français. Merci. Donc j'espère que vous l'aurez entendu ainsi. Mon cher collègue. Monsieur le ministre, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je m'interroge parce que je considère que dans ma question, enfin dans l'interrogation qui était la mienne, c'était de souligner qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre les deux, et le mot que vous avez réutilisé à plusieurs reprises, sur des entreprises solvables. Il doit y avoir une complémentarité. Et je trouve que les propos que vous tenez sont de nature à diviser finalement deux mondes sur lesquels vous portez souvent un doigt accusateur, en particulier sur nos banques privées, considérant que finalement elles sont plus des adversaires et non pas des alliés dans le cadre d'une bataille qui est la bataille de la croissance. Je rappelle quand même que les banques sont soumises à des lois et à des réglementations très très dures qui sont nées notamment de la situation de 2008 dans le cadre de la crise financière, qui a entraîné finalement ces banques à être peut-être plus frileuses dans le risque parce qu'elles portent des obligations et des ratios qui sont tels qu'elles doivent bien forcément être en mesure de démontrer leur capacité à les tenir. C'est la raison pour laquelle je pense, Monsieur le Ministre, que nous devons être dans une logique qui est plus une logique de complémentarité, c'est-à-dire que vous devez porter et fédérer des mesures qui permettent d'avoir, d'un côté,
évidemment les entreprises solvables sur lesquelles tout le monde va être d'accord, mais il y a quand même tout le reste. Et en particulier, je pense qu'une des questions qui a été soulevée à plusieurs reprises, c'est les crédits de trésorerie, qui sont le véritable oxygène dans les périodes où justement on manque de contrats ou dans les périodes où effectivement les entreprises sont en difficulté pour tenir. Très bien, merci. La parole à Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cela a été rappelé à plusieurs reprises avant moi. Si les statistiques indiquent que les conditions d'accès au crédit bancaire semblent satisfaisantes, la perception des chefs d'entreprise est tout autre. Cette question rebondit aujourd'hui autour d'une idée qui fait son chemin et qui consisterait à dire qu'il faudrait que les PME puissent émettre des actions et des obligations sur les marchés grâce à ce que l'on appelle, superbe oxymore à mon sens, la titrisation saine. Je ne crois pas pour ma part que ce soit une bonne chose. Il me semble d'ailleurs que cette idée est contredite par le fait que les banques accroissent bel et bien leur offre de crédit auprès des PME et des TPE. Ainsi, à titre d'exemple, les caisses d'épargne viennent d'annoncer leur volonté de prêter plus de 13 milliards d'euros aux entreprises. Or, à l'inverse, des grandes entreprises et des ETI, nos PME et TPE ont-elles traditionnellement une relation qui demeure privilégiée avec leurs banques? Aussi, pour nous aider à sortir de la crise, nous devons reconsidérer ce lien. Pour cela, nous devons inventer de nouvelles formes mixtes de financement qui tiennent compte des nouvelles exigences en matière de fonds propres légitimement imposées aux banques. Dans ce but, Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas que nous aurions tout intérêt à consolider le métier de nos banques pour que nos PME et TPE puissent continuer à bénéficier de bonnes conditions de financement à des taux modérés et compétitifs, comme c'est le cas en ce moment? Surtout, il nous faut garantir que la diversification des sources de financement auxquelles nos PME et nos TPE devront recourir ne se fera pas à des conditions plus onéreuses et plus contraignantes pour elles. Comment, Monsieur le Ministre, le gouvernement compte-t-il les aider et à y parvenir? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Il est bien certain que l'expression titrisation a subi le sceau de l'infamie dans la crise des subprimes, Monsieur le Sénateur, puisque les titres et ces mécanismes de financement étaient un moyen de dissimuler les actifs pourris, comme on dit junk bonds, qui étaient mal choisis, qui étaient mal notés, mal contrôlés. Donc l'émetteur et le contrôleur étaient d'accord pour les surévaluer. À partir de là, nous savons comment l'économie a été entièrement contaminée par la titrisation. Ce que nous observons dans toute l'Europe, c'est que le secteur bancaire étant défaillant, les entreprises cherchent directement à s'adresser au marché. Les PME le peuvent moins que d'autres, parce que ce sont des entreprises qui sont généralement non cotées. Quand elles le sont, la cotation est sur un marché étroit. La question du risque est mal évaluée ou mal évaluable. Et la recherche du titre est la mutualisation du risque sur des titres qui sont évidemment un assemblage de titres de PME permettant à celles-ci de mutualiser le risque de leur financement. Les précautions éthiques que nous partageons avec vous, Monsieur le Sénateur, nous amènent à penser que si ce marché doit se développer, il doit se développer sous le contrôle de la Banque de France, qui disposera d'ailleurs d'une notation qui, elle, est au-dessus de tout soupçon, n'est pas soupçonnable de conflit d'intérêts, comme je crois un certain commissaire au marché intérieur l'avait déclaré à l'encontre des agences de notation privées. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, dans un cadre extrêmement déontologique, il nous paraît utile de développer des capacités de financement direct sur le marché, et c'est le moyen par lequel les assurances vie, la Banque centrale européenne entend l'une et l'autre, imaginer injecter de l'argent directement dans l'économie sans passer par le secteur bancaire. Je rappelle, encore un mot, Monsieur le Président, si vous me permettez, qu'il y a 3 ans ou 4 ans, la Banque centrale européenne a refinancé tout le système bancaire à hauteur de 1 000 milliards d'euros dans toute la zone euro. Et le résultat, c'est que les banques n'ont pas utilisé cet argent et ont remis la moitié de la somme dans les livres de la Banque centrale européenne. Donc c'est donc qu'il y avait bien un système qui ne fonctionne pas. Le canal historique du financement de l'économie réelle
est embourbée. Nous devons imaginer d'autres voies de financement et nous les travaillerons ensemble. Merci. Monsieur Berry-Debat. Vous aurez compris, Monsieur le Ministre, que j'émettais quelques doutes et que je n'étais pas favorable à cela. Mais vous me rassurez puisque vous nous dites que ça peut se faire dans un encadrement strict avec la Banque de France. Je voudrais toutefois vous remercier pour les actions qui sont menées en matière de financement de PME et de TPE. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'organismes de soutien. Je voudrais donc vous dire que la politique que vous menez aujourd'hui me semble aller dans le bon sens. C'est ce qui me remonte de nos territoires par rapport, je dirais, à ce qui est attendu d'une politique du gouvernement. Donc, merci de ce que vous faites et j'espère que PME et TPE pourront continuer à recourir au crédit sans avoir besoin de forcer la main aux banques qui, encore une fois, ne jouent pas toujours le jeu vis-à-vis des petites et moyennes entreprises et notamment des relations de confiance qu'il faut établir avec ces chefs d'entreprise. Merci. La parole à Catherine Procaccia pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans les TPE et les PME, 70% de l'activité sont financées par les collectivités et les petites communes. La faillite de Dexia a réduit de 17 milliards d'euros par an les capacités de financement des collectivités. Leur montant s'élève dorénavant à 3,5 milliards. Où trouver les milliards qui font défaut? Dans son projet, le Premier ministre conserve le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui est surtout, on le sait bien, favorable aux grandes entreprises et qui est une usine à gaz. Si on le supprimait, on disposerait de 20 milliards d'économies pour financer les petites entreprises. Rappelons que les TPE n'ont pas la possibilité d'assurer un fonds de roulement en jouant sur les délais clients et fournisseurs comme dans les grandes entreprises. La réforme BAL 3 a contribué à épuiser le crédit bancaire et Bpifrance joue le jeu mais ne répond pas aux attentes. Mes collègues l'ont souligné avant moi. Les faillites des micro-entreprises sans salariés et des TPE ont bondi au premier trimestre 2014. Selon le cabinet d'études Altares, depuis le début de l'année, près de 7000 micro-entreprises ont déposé le bilan, 800 de plus en un an. Et 8455 petites entreprises ont connu des procédures collectives. Sans compter que le développement du commerce sur Internet qui menace bel et bien le petit commerce qui est au cœur de nos cités. Face à ce constat, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre, Monsieur le Ministre, pour sauver le petit commerce et de manière plus générale assurer le financement de nos très petites entreprises? Je n'utiliserai pas mon droit de réponse pour que mon collègue puisse poser, lui, sa question. Merci, en tout cas sa réplique. Monsieur le Ministre. Madame le sénateur, je ne crois pas que le crédit d'impôt soit une usine à gaz. Je l'ai entendu déjà 2 fois. C'est une baisse d'impôt qui est applicable uniformément, sans condition et sans contrôle. Ça nous a été suffisamment reproché. Donc je ne vois pas d'où vient l'idée que c'est une usine à gaz. C'était peut-être compliqué de l'anticiper par les mesures de préfinancement. Mais ça, au moins, a le bénéfice de la simplicité. La seule condition, c'est qu'il puisse en être discuté dans l'entreprise avec les partenaires sociaux. Ce n'est quand même pas trop demandé. Qu'est-ce qu'on fera de cet oxygène supplémentaire? Dans certaines entreprises, ce sera consacré à l'emploi, à les embauches, parce qu'il manque du personnel pour faire le travail dont l'entreprise a la charge. Ce sera une machine dont on a trop tardé à faire l'acquisition. Ce sera peut-être la conversion de CDD en CDI ou tout simplement la remontée des marges d'autofinancement pour redonner de la force et être capable d'emprunter. Donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, nous avons reçu avec le Premier ministre la semaine dernière l'ensemble des organisations syndicales et patronales commencent à s'installer comme étant une mesure qui est maintenant là et avec laquelle chacun peut travailler. D'ailleurs, personne n'en a demandé la remise en cause dans le cadre des extensions du pacte de responsabilité. Vous me permettrez de dire un mot
sur les toutes petites entreprises dont vous signalez les difficultés. Vous signalez d'ailleurs le contenu de l'enquête Altares qui vient de paraître sur le premier trimestre 2014. Nous avons un phénomène contrasté. D'un côté, les PME de plus de 50 salariés qui connaissent une chute spectaculaire du nombre de faillites, moins 28%, et en même temps une montée dans les micro-entreprises des faillites, des défaillances que vous avez à juste titre signalées. C'est d'ailleurs tout le sujet de notre politique. Nous avons un problème d'offres que nous sommes en train de conforter, de performance, de compétitivité de l'appareil productif, et les premiers effets se font sentir. Moins de plans sociaux, plus de sauvetage de grandes entreprises, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, et des PME qui se confortent, et des secteurs de la production industrielle qui repartent avec des niveaux de production intéressants, très positifs. Et puis, tout ce qui est l'économie de proximité servicielle, où là, il y a un affaissement. C'est la question du pouvoir d'achat qui est effectivement posée. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le pacte de responsabilité, il y a 5 milliards qui est consacré au pouvoir d'achat des ménages pour soutenir aussi la demande. Il y a un problème d'offre, de compétitivité, mais aussi de demande. Merci. La parole à André Reichardt pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en qualité de ministre du redressement productif, vous avez inclus dans les 34 plans de reconquête industrielle de la nouvelle France industrielle un plan relatif à l'usine du futur destiné à faire entrer la France dans la 3e révolution industrielle. Vous avez dit ainsi, je cite, que pour retrouver son rang dans la bataille mondiale, pour gagner en compétitivité, la France est mise au double défi de moderniser son outil productif d'une part, de concevoir et de développer les processus de production de demain d'autre part. Vous avez souhaité associer à ce plan les régions, chefs de file du développement économique, et avez avancé dans les premiers échanges avec l'Association des régions de France une aide de l'État de 1,2 milliard d'euros sous forme de prêts bonifiés, uniquement financés par le programme d'investissement des investissements d'avenir numéro 2. Or, le 7 avril dernier, les régions ont appris par la presse qui citait le pilote du plan Usine du futur, que ce plan pourrait bénéficier d'1 milliard d'euros d'investissement cofinancés cette fois par le programme d'investissement d'avenir, l'État et les régions. Mes questions sont donc les suivantes. Quel est le montant que l'État propose effectivement d'allouer au plan Usine du futur, en lien ou non avec le programme investissement d'avenir et hors fonds régionaux? Sous quelle forme? Compte-t-il en faire un volet des futurs contrats de plan État-région, et si oui, selon quels principes? Et enfin, l'Allemagne a engagé, Monsieur le Ministre, vous le savez bien, dès 2012, un plan de 40 milliards pour faire entrer son industrie dans la 4e révolution industrielle, appelée Usine 4.0. Dans ces conditions, quelle assurance a-t-on que notre plan Usine du futur nous permettra d'honorer vraiment la compétition avec l'industrie d'outre-Rhin et ne se limitera pas à un simple rattrapage de notre retard en matière de modernisation? Les PME, particulièrement nombreuses dans ma région, attendent naturellement de savoir sur quel financement, et notamment s'il s'agit de prêts bonifiés, comment le seront-ils? Merci. Merci. La parole à Monsieur le Ministre. Monsieur le Sénateur, les 34 plans industriels sont un ensemble visant à transformer notre offre industrielle. Ils sont pilotés par les industriels eux-mêmes dans le cadre du Conseil national d'industrie que le Premier ministre préside institutionnellement. Ces 34 plans contiennent parmi un de ces 34 un plan Usine du futur qui a pour objet de moderniser en enjambant une génération technologique, de moderniser le plus possible de TI, de PME, pour leur permettre de conquérir la compétitivité technologique, celle qu'on appelle hors coût. Nous avons un programme d'innovation qui concerne tous les secteurs de l'industrie à travers les 34 plans, automobile, aéronautique, industrie du bois, numérique, bref, je vous renvoie à l'ensemble de ces secteurs. D'ailleurs, l'ensemble de l'argent public qui est investi au titre de la totalité de ces 34 plans est de 3,7 milliards. Je puis vous dire que dans certains de ces plans industriels, par exemple la chimie verte notamment, le secteur industriel de la chimie envisage d'investir sur plusieurs années la somme totale de 4 milliards. Donc quand vous mettez bout à bout l'argent public et l'investissement privé,
nous allons arriver, et d'ailleurs nous sommes en train de le chiffrer, à des niveaux d'investissement qui sont assez similaires à ceux que vous évoquez s'agissant de l'Allemagne. Sur l'usine du futur, nous avons fait une chose tout à fait innovante. Nous avons dit aux régions, aux conseils régionaux, vous connaissez votre terrain, vous connaissez vos PME, c'est vous qui les choisissez. Je ne veux pas de contrat de plan, de pas plat, etc. Parce que pour nous, c'est une politique très simple, qui ne consiste pas à programmer des sommes qu'on distribue. Il suffit d'aller repérer des entreprises qui en ont besoin, avec des dirigeants d'entreprises qui le veulent, qui sont prêts à le faire, et nous sommes présents au niveau de la robotique. Il y a une déduction fiscale dans la loi de finances qui permet la déduction, l'amortissement accéléré sur les investissements de robotique en 24 mois. Ça a été salué par tout le monde. Ça, c'est le premier point d'appui. Le deuxième, nous mettons 250 millions d'argent au titre du grand emprunt. Nous souhaitons que l'argent européen mobilisé par les régions, puisqu'elles ont maintenant désormais la main là-dessus, puisse venir abonder les efforts du PIA, mais ce sont les régions qui ont la main. Les régions qui ne s'intéressent pas à l'industrie seront absentes. Les régions qui s'y intéressent, et certaines sont passionnées, elles seront très en avance. Je ne sais pas si c'est une bonne politique que d'avoir choisi les régions, mais je pense que c'est quand même la première responsabilité d'un territoire que de s'intéresser à ces PME. Je lance un appel à travers vous à vos conseillers régionaux pour que ceux-ci se mobilisent sur le plan usine du futur. Merci, mon cher collègue André Reichardt. Oui, Monsieur le Ministre, au regard des caractéristiques industrielles de l'Alsace et de sa proximité avec l'Allemagne, le sénateur alsacien que je suis, mais qui est aussi premier vice-président de la région Alsace, vous remercie et vous indique que s'agissant précisément de la spécificité de son tissu industriel, constitué notamment de PME dans l'industrie et de la mécanique, je resterai vigilant sur ce dossier et aimerait naturellement être rassuré à cet égard. L'Allemagne, comme je l'ai dit, avec son plan usine 4.0, est en train de mettre en place une industrie dans laquelle communiquent entre elles les machines, dans laquelle communiquent ces machines avec les objets, les services entre eux. Chez eux, c'est déjà la 4e révolution industrielle qui est en marche. Et ceci doit nous interpeller avec vigilance, mais aussi avec beaucoup de volontarisme. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que soit mise en place, à côté de ces PME, une batterie d'instruments financiers leur permettant naturellement de prendre ce virage à leur tour. Elles sont déjà en retard. Il faut leur permettre effectivement de sauter, comme vous le disiez, cette phase pour aller elles aussi vers la 4e révolution. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La séance est suspendue. Voilà, vous avez donc pu suivre la séance de questions cribles. Des questions cribles consacrées aujourd'hui au financement bancaire des petites et moyennes entreprises. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.